Bonsoir à tous et bienvenue à Dienville pour un numéro de Zoom Commune consacré au lac en ce début d'été. Canal 32, vous le voyez, s'est installé ici devant le port, justement à côté du port de cette commune située au bord du lac Amance. C'est à 40 km à l'est de Troyes et pendant près d'une heure, vous allez découvrir avec nos invités tour à tour l'histoire de ces lacs artificiels, de leur remplissage en 1966 à aujourd'hui, devenu bien sûr un site incontournable de la période estivale auboise. Alors on va s'intéresser également à leur impact économique et touristique et puis des lacs qui sont au cœur d'un parc naturel, le PNRFO, le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. On verra ce que ça signifie, mais tout de suite une plongée dans l'histoire de ces lacs à tous les sens du terme. Avec nous pour évoquer l'histoire des lacs, Michel Declercq, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre de l'institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine. Également dénommé les Grands Lacs de Seine. Les Grands Lacs de Seine, c'est comme ça qu'on va vous appeler pendant cette émission. À côté de vous, Christian Branle, bonsoir. Bonsoir à vous. Faut-il vous présenter? Vous êtes le président du parc régional naturel de la Forêt d'Orient. Vous êtes fraîchement élu? Réélu? Hier soir. Hier soir, voilà, bravo, au passage. Merci. Vous êtes également le maire de Lusigny. Et puis en face de vous, le directeur du parc, Messa Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous gérez tout ce qui est le quotidien, la pratique et puis toutes les personnes qui travaillent autour des lacs et donc dans le parc. Alors on va s'arrêter sur le rôle des Grands Lacs de Seine et puis on va voir que dans quelques instants un document plutôt rare, un document historique sur la création de ce lac-là à côté duquel nous sommes. Michel Declercq, et quel est le rôle précis de l'institution des Grands Lacs de Seine en quelques mots? Alors en fait, c'est à la suite des crues catastrophiques de 1910, 1924, 1955 et aussi devant les besoins croissants en eau potable pour la région parisienne que les pouvoirs publics ont décidé la création de ces grands lacs réservoirs qui avaient déjà été recommandés d'ailleurs dès 1920 par M. Chabal et plus connus sous le nom de projet Chabal. Donc c'est pas du tout des lacs pour se baigner au départ ou faire du motonautisme, c'est vraiment des lacs nécessaires, utiles pour le débit de la Seine. Hein, tout à fait. Alors en fait ces lacs ont été réalisés dans le cadre de l'aménagement du bassin de la Seine en amont de Paris et avec une mission hydraulique prioritaire effectivement. Deux missions essentielles, une mission de lutte contre les crues, pendant toute la période où le débit des rivières est excédentaire et risque de générer des inondations. À cette période-là, eh bien, on va dériver une partie du débit des rivières contrôlées que l'on va stocker à l'intérieur de ces lacs réservoirs, ce qui correspond bien évidemment à la période de remplissage de ces lacs réservoirs qui se déroule théoriquement entre le 1er novembre et le 30 juin. Alors ils ont été construits donc, pour le lac d'Orient en 1966, remplis en 1966, pour celui qui est là, le lac Amance, en 1990. Tout à fait. Qui a décidé précisément de dire tiens, on fait des lacs maintenant? On fait des lacs maintenant, eh bien, ce sont les pouvoirs publics qui, compte tenu des effets extrêmement néfastes... C'est politique, c'est une décision politique. Tout à fait, tout à fait. Alors, par contre, je vais revenir sur la deuxième mission des lacs réservoirs, qui est tout aussi importante que l'écrêtement des crues, que la limitation des inondations, c'est le soutien d'étiage. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet, quand le niveau des cours d'eau baisse, eh bien, on va procéder à la vidange progressive de toute l'eau contenue à l'intérieur des lacs réservoirs pour redonner de l'eau dans les rivières et qui va participer de façon très importante à l'alimentation en eau potable de l'agglomération parisienne pour toute la période de vidange des lacs qui correspond généralement à la période située entre le 1er juillet et le 30 octobre. Alors ces lacs ont été construits par étapes, ça ne s'est pas fait évidemment en un jour, c'est des chantiers pharaoniques, vous allez voir ça dans quelques instants en images. Vous nous avez fourni des images, un document exceptionnel, justement la mise en eau des deux derniers lacs à la fin des années 80, le lac Amance et puis le lac du Temple à côté, avec la construction des deux derniers lacs, donc c'était les deux derniers, les deux plus jeunes de la Forêt d'Orient. L'un fait 480 hectares, le lac Amance, l'autre 1840 hectares, le lac du Temple. Je vous propose de regarder ce document, c'était en 1988-89, regardez. 1977, le barrage réservoir sur l'Aube, affluent de la Seine, est déclaré d'utilité publique. Près du lac de la Forêt d'Orient, dans les cuvettes d'Amance et d'Ozon-Temple, à l'écart des vallées habitées, le réservoir Aube sera créé. Trois types de travaux sont entrepris. Les ouvrages en béton, les digues, enfin les canaux d'amener, de jonction, de restitution pour acheminer les eaux. Aux extrémités aval de chaque canal, le chenal est élargi pour maîtriser la force des eaux.
elles se déverseront dans chacune des 2 cuvettes. Ces 2 cuvettes étanches, il faut les fermer par des digues. Ce sont les travaux les plus importants de l'aménagement étalés sur 3 campagnes de 100 jours. La digue de Brévonne, au début de son édification. Pour protéger les parements, sur le côté immergé, des graviers recouverts d'enrochements. Sur le côté aval, des graviers recouverts d'un tapis végétal engazonné qui laissera glisser la pluie. Pour Radonvilliers, les remblais, c'est terminé. La digue est livrée aux bouteurs qui nivellent les pentes. Ce matin, à la prise d'eau, ce sont les premiers essais de vannes. L'Aube va reconnaître son nouveau parcours. Quand le débit des eaux à l'amont de la prise d'eau est faible, l'Aube ne quitte pas son lit naturel. En hiver, la fonte des neiges et les pluies libèrent des eaux abondantes. Alors, les vannes de la prise d'eau s'ouvrent, les bassins se remplissent, l'Aube redevient calme et sereine. Avec le temps chaud et jusqu'à l'automne, les eaux demeurent basses et nonchalantes. Les vannes de la prise d'eau sont fermées, celles du canal de restitution sont ouvertes et laissent passer l'eau. Les eaux de l'Aube, un flot plus régulier pour les riverains du fleuve Seine et de son affluent, et même un repos bien gagné en taquinant le goujon. Et voilà, aujourd'hui, 25 ans plus tard, ils sont là, ces lacs derrière nous, ils sont magnifiques, un document donc rare fourni par les Grands Lacs de Seine. Ce chantier, Michel, vous nous disiez que c'était un des plus gros chantiers à l'époque en France. C'est ça? Tout à fait. Quand on a commencé les travaux de la digue de Brévonne, on était le premier chantier de terrassement de France. Et en fait, eh bien, on a perdu cette place prépondérante au début du chantier du tunnel sous la Manche. D'accord. Christian Branle, je le disais, vous êtes président du parc, vous connaissez bien les gens qui vivent dans cet environnement-là. Est-ce que ces parcs ont fait l'unanimité tout de suite quand l'idée a été soulevée, proposée? Est-ce que ça a été tout de suite facile de faire accepter ça par la population auboise? Oh, ça a eu un impact immédiat. Négatif ou positif? Des réactions qu'on pourrait appeler négatives, tout simplement parce que il y avait de la déforestation, parce qu'il y avait des expropriations. Ça ne fait jamais plaisir lorsque l'on réalise un projet, notamment un projet de cette ampleur. Très franchement, heureusement que ces lacs sont venus ici pour des raisons techniques, parce qu'aujourd'hui, 40 ans après, tout le monde réagit différemment. Ça, le développement, voilà. Mais effectivement, l'impact, et on peut le comprendre, lorsque l'on exproprie des gens, il est négatif. Donc ça a été extrêmement difficile. Ça a été l'objet de négociations sur de nombreux mois, on pourrait même dire de nombreuses années, puisqu'il a fallu, je crois, Michel, 10 années de préparation, de travaux préparatoires avant que ce lac soit mis en eau. Comment on a fait en sorte que la mayonnaise prenne à un moment donné, Michel Declercq? Alors, en fait, au niveau du lac réservoir Seine, effectivement, les expropriations ont été très difficiles et en fait, il en reste encore des traces un petit peu douloureuses. Bon, pour ce qui concerne le lac réservoir Aube, les choses ont été beaucoup plus simples, déjà parce que, bien évidemment, il y avait l'expérience des 2 premiers lacs réservoirs de Champagne, qui étaient donc le lac d'Orient, le lac du Der-Chantecoq, et en fait, les gens étaient beaucoup plus préparés et je pense aussi que l'administration a évolué dans sa façon de se comporter et probablement avec un aspect beaucoup plus humain. Une grosse évolution, bien entendu. Tout à fait. Bien sûr accepté. Vous parliez tout à l'heure d'une petite pointe d'émotion pour ceux qui ont forcément dû quitter leur territoire. Alors, on a pu remarquer qu'il y a 2 ans, lors de la vidange décennale du lac d'Orient, eh bien, les souvenirs sont remontés à la surface et certains aubois ont pu retrouver les souvenirs de leur enfance ici, autour des lacs, à l'emplacement précis des lacs. Je propose de regarder ce sujet plutôt émouvant, signé Christian Vira. La vidange décennale du lac de la Forêt d'Orient dévoile un paysage fantomatique. Les traces d'une autre vie, Patrice est l'un des rares à connaître ce secret. C'était des arbres fruitiers qui bordaient le chemin. Et l'autre côté, on voit les poteaux téléphoniques. À l'âge de 10-12 ans, il a vécu ici, dans une ancienne ferme,
avant que ce lac artificiel soit construit. C'est le sol des étables. Hein? Et là, on remarque que c'était le sol de la bergerie, avec les murs, les fondations. Ici, les pâturages permettaient d'élever des vaches à viande. Sans électricité, Patrice et ses 5 frères et sœurs menaient une vie de paysans. Ce sont ou des pommiers ou des pruniers, ou des pommiers. Hein, on voit très bien les arbres qui sont en ligne. C'était le verger jusque là-bas en bas. Bah, j'ai ramassé des pommes avec mon père, oui, à cette époque-là. On faisait du cidre. À 56 ans, il a profité de la vidange décennale pour revenir ici avec sa sœur et ses amis. Je me rappelle très bien, c'était la maison d'habitation. Hein? On arrivait face à la maison. Ben, on a tous ramené une paire de briques. Des briques du gâtis de Géraudot, et on a tous ramené un carrelage marqué Mélis-Saint-Père. Ah ben, un petit pincement au cœur. Et des restes de colère. En 1962, toute la famille a été expropriée. À cette époque-là, on ne nous a pas proposé des terres ailleurs. Donc forcément, mon grand-père a laissé un peu plus de 40 hectares. Pour ceux qui restent et qui ont connu ça, je pense que c'est jusqu'à la mort qu'on a ça dans la tête. Hein. Aujourd'hui, Patrice tente de rassembler les traces de ce passé disparu. À 14 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour loger toutes ces choses-là. Hein? Mais c'est après coup. On se dit, bah oui, si on avait su. Mais si on avait su, c'est trop tard. Par miracle, Patrice a rassemblé une photo de la ferme au début du siècle dernier et des photos aériennes datées de 1958. Tout ça, c'est le lac aujourd'hui. Et votre ferme, elle était où? Ici. Donc, c'était la ferme de Saint-Victor. Ils ont rasé la forêt au bulldozer. Ah, c'était impressionnant de voir les arbres qui avaient l'âge 150 ou 200 ans, les coucher de la manière dont ils ont abattu la forêt. À la Capitainerie, une exposition présente la vidange des lacs. 2 images évoquent cette histoire, partie en fumée. Voilà, et maintenant l'histoire, eh bien, on peut dire, elle s'est plutôt bien terminée, puisque c'est une vraie histoire d'amour, vous le disiez, presque une bonne relation, on va dire, entre le parc, les grands lacs de Seine. Tout ça maintenant est presque lié et indispensable. Christian Branle, l'impact économique de ces lacs aujourd'hui, il est évident, maintenant tout le monde l'a très bien compris. Bien sûr, il est significatif. Quand on voit aujourd'hui les projets qui émergent, qui se développent dans le parc, autour des lacs, il suffit de parcourir les routes départementales, communales, et de voir la transformation des villages au fil du temps. Nous aurons d'ailleurs la possibilité de comparer ce qui s'est passé il y a 40 ans, au-delà, puisque nous allons fêter comme il se doit les 40 ans du parc en octobre. Et nous verrons bien, là, puisque nous serons en capacité de comparer avec moult expositions qui présenteront le territoire avant les lacs, au moment des lacs, après les lacs, aujourd'hui, et les actions futures. Donc oui, vraiment, c'est aujourd'hui. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça a été une source de développement pour le territoire, et notamment la création du parc qui a été créé en 70 parce que les grands lacs avaient été... L'un va avec l'autre aujourd'hui. Absolument. C'est vraiment un partenariat d'au moins 40 ans. Messa Diallo, ce lac, est-ce qu'on peut dire que c'est le cœur, le poumon, en tout cas un organe vital pour le parc dont vous êtes le directeur? Oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir que si l'institution des barrages réservoirs ont créé les lacs, avec propriété quand même du terrain des lacs, il a fallu quand même une convention tripartite qui lie le département, le syndicat mixte du parc, mais aussi l'institution des barrages réservoirs propriétaires de ces lacs, pour faire du développement économique et du développement touristique autour de ces lacs. Indispensable. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. On a bien vu que c'était indispensable ces lacs. On va voir dans un instant la commune de Dienville. On va faire un zoom sur cette commune avec notamment le maire. Vous verrez qu'elle aussi, ce lac, c'est vital pour elle. On se retrouve dans quelques instants ici donc à la capitainerie de Port-Dienville. A tout de suite.
Bienvenue à tous dans un numéro estival de Zoom Commune. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Vous êtes bien sur Canal 32, que demander de plus? On va découvrir ici la commune de Dienville dans ce Zoom Commune, car nous sommes ici à Port-Dienville. C'est le domaine plaisancier, maritime. On verra de quoi il s'agit précisément de cette commune de Dienville qui compte 800 habitants. Alors une commune entourée par les champs et par le lac, on verra la présence importante qu'a le lac pour la commune de Dienville. Nous sommes accueillis par le maire Jackie Durville. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc très jeune maire de la commune puisque ça fait à peine un mois que vous êtes élu. Ça fait exactement 3 semaines. Voilà, donc vous nous direz quels sont vos projets en tout cas pour la fin de cette mandature. Et en tout cas nous verrons ici également quel est le poids du motonautisme, du tourisme sur la vie économique locale. On va comprendre bien sûr le lien qui vous unit fortement. C'est aussi une histoire importante avec le lac. Mais d'abord, on va se balader avec vous, monsieur le maire, dans les rues de Dienville et de Port-Dienville grâce à ce reportage signé Aurélie Juigné. Bonjour, bienvenue à Dienville, commune du parc naturel de la Forêt d'Orient, de 800 habitants l'hiver et qui double sa population l'été. Les atouts majeurs de notre commune, c'est déjà nos usines. Nous avons aussi des commerces de proximité. Nous avons 2 boulangeries, nous avons une épicerie qui fait la viande aussi. Nous avons des restaurants, nous avons aussi des artisans. Et puis aussi, il ne faut pas non plus oublier le port quand même, qui nous apporte quand même quelque chose. On traverse le pont, puis on monte la côte et puis on est à Port-Dienville. Port-Dienville, c'est Dienville, on sépare, on dit toujours Port-Dienville, Dienville, mais notre volonté quand on a repris la commune il y a 2 ans, c'était de rapprocher le plus possible Dienville de Port-Dienville. Le port Dienville nous apporte beaucoup à Dienville. Pas que du tourisme, ça nous apporte aussi pour l'économie, du fait déjà simplement par les sociétés qui existent, et donc le jet ski, c'est beaucoup de monde qui viennent à Dienville, qui vont chez nos commerçants et qui représentent quand même un potentiel de clients pour tous les commerçants de Dienville. Le port Dienville est un endroit exceptionnel pour les balades. Il y a ski nautique, il y a la plage qui est là-bas. Et puis aussi, c'est surtout aussi, à partir du mois d'avril, je crois, c'est la pêche. Puis des circuits à bicyclette. Il y a des parcours qui feront le tour du lac. Avoir les lacs auprès du village, c'est un atout majeur, je pense. Moi, un atout majeur et important. Peut-être qu'il n'est pas assez exploité, ça je serais presque pour dire que c'est vrai, mais c'est quand même très très important. Je pense qu'il y a beaucoup de communes comme nous qui souhaiteraient avoir un lac à côté. Alors un atout pas forcément peut-être assez exploité, Jackie Durville, mais on va quand même s'arrêter sur un point positif. Vous êtes maire depuis longtemps, depuis peu de temps je veux dire, mais vous habitez Dienville depuis 63 ans, mesdames, messieurs quand même, c'est une grosse longévité. Qu'est-ce qui fait votre bonheur d'habiter ici à Dienville, monsieur le maire? Mais écoutez, mon bonheur, c'est parce que j'aime Dienville, j'aime le lac. Moi, je suis un des premiers, quand il était en mise en route, c'est un des premiers, je venais tous les soirs avec mon épouse, on faisait le tour du lac. Je trouve Mais particulièrement, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui selon vous, fait le sel de cette commune? Qu'est-ce qui... L'intérêt principal, c'est vraiment le lac? Non, c'est pas le lac, c'est l'ensemble. Lac et Dienville, la commune, avec ses entreprises. J'ai travaillé pareil. J'ai 63 ans à Dienville, mais j'ai travaillé pratiquement 46 ans à Dienville, dans l'entreprise. Donc c'est aussi ça. J'ai joué au foot, j'ai participé à tout dans Dienville. Je connais tout Dienville de A à Z. Un attachement viscéral, hein, presque. Et je suis chauvin pour Dienville. C'est bien d'être chauvin, surtout pour un maire. Alors, dans tous les domaines. Vous dites que c'est pas forcément, le lac n'est pas encore totalement assez exploité par la ville, ou comment dire, il n'y a pas encore assez d'intérêt de la part des Dienvillois ou des Aubois pour cette partie du lac-là. Comment vous l'expliquez et comment est-ce qu'on pourrait peut-être y remédier? Bien, écoutez,
l'expliquer, on constate quand même, quand on se promène couramment sur le site, qu'on ne voit pas beaucoup des gens de Dienville. Il manque un petit peu, je ne pense pas que les gens de Dienville, il y a certains qui ne viennent pas et qui ne viennent jamais. Et ça, c'est dommage parce que, je vous dis, vu la beauté du site, c'est vraiment dommage. Alors, est-ce que c'est parce que ça remonte à la création du lac, on avait pris des terres, ça n'avait pas plu. Fin des années 80, voilà, c'est ça. Rappelle, ouais. Donc, je ne sais pas, mais je trouve qu'on voit quand même, aussi bien dans les animations le soir, on voit quand même très peu de gens du pays. Alors qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour que ça aille mieux, pour que cette situation sorte Oui, alors ce qu'on peut imaginer, c'est ce que j'ai commencé à voir, si vous voulez, on pourrait déjà mettre un peu plus de jeux sportifs pour attirer, par exemple, j'ai des jeunes du pays qui m'ont sollicité pour essayer de faire un skatepark. Et donc à Dienville, si je mets sur le site du foot, il faut que c'est qu'il y a le foot, ça va représenter pour 5-6 personnes. Si jamais j'ai le bonheur de le mettre sur le port, ça va représenter 150 personnes. Donc si vous voulez, ça va être des gens qui vont venir avec leurs parents, des enfants qui vont venir avec leurs parents, qui vont attirer du monde. C'est un petit peu ça qu'on recherche, c'est apporter du monde au lac. En tout cas, en face de vous, il y a quelqu'un qui habite Dienville depuis 4 ans, Sébastien Picard, bonsoir. Vous êtes jeune président également, fraîchement élu des commerçants de Dienville. Oui. Dites-nous ce qui vous a fait venir dans cette ville il y a 4 ans. Moi, personnellement, c'est l'amour de l'eau. L'amour de l'eau, le site, un site quand même exceptionnel. Quelque chose de formidable. Ensuite, bon, il y a le travail. J'ai l'amour du travail, sachant qu'il y a beaucoup de travail l'été. Parce que c'est une ville qui multiplie sa population, monsieur le maire, par 2 pendant la période estivale, c'est ça? Exactement. On passe de 800 à 1600? Ou à peu près, oui. À peu près. On n'a pas chiffré parce qu'on a quand même 2 grands campings. On imagine que ça, évidemment, le lac et le motonautisme, on en parlera tout à l'heure, a un impact important sur la vie économique. Comment vous vivez ça, ce lien avec le lac en tant que président des commerçants? En tant que président des commerçants, vos activités sont liées forcément au lac? Oui. Bon, étant donné que je suis le boulanger du village, je suis forcément lié à cette activité. De plus, en tant que président des commerçants, je vais voir régulièrement mes collègues restaurateurs pour leur demander si ça se passe bien. Et bon, on a un bon début d'activité. Alors on voit des images absolument magnifiques vues de Montgolfière, un petit clin d'œil à Champagnères-Chaud qui nous a permis de faire ces images de votre commune. C'est vrai qu'elle s'étend elle est bordée par le lac, on sent qu'il y a vraiment, c'est le poumon. On imagine que on pourrait peut-être surfer encore davantage sur ce lac. Sébastien Picard, il y aurait peut-être encore d'autres choses à faire pour améliorer la communication autour de ce lac? Oui, il y a un gros manque de communication. C'est ce que nous recherchons. Nous recherchons des supports, bien sûr, à moindre coût, pour exploiter ce lac, pour attirer du monde. Surtout, bon, on fait des animations le samedi soir, juin, juillet, août. Au bord du lac, nous avons une estrade. Nous avons des orchestres qui viennent régulièrement, tous les samedis soirs. Pour l'année prochaine, on essaiera de mettre ça le vendredi, le samedi et si on peut un petit peu le dimanche, plus les animations qu'on fait 3-4 fois dans le mois. Un exemple, tuning. On a eu la semaine dernière, nous avons eu une manifestation de modélisme. Nous essayons, nous, de notre côté, de créer une animation, des événements. Voilà. Est-ce que, monsieur le maire, il y a une émulation avec les autres lacs, avec les autres communes qui sont de l'autre côté? Oui, je ne crois pas. Je ne crois pas, au contraire, je pense qu'on est peut-être un peu esselé. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de Lusigny, Géraudot, Ménil-Saint-Père, et je pense que non, c'est peut-être la distance qui fait que, mais non, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on fait ensemble. J'ai oublié de vous dire quand même que, comme vous dites tout à l'heure, ce qui manque un petit peu aussi sur le lac, c'est que vous savez qu'il y a un projet à Dienville, un projet de construction d'appartements, qui est très important, et malheureusement... C'est le projet phare,
c'était un projet important? C'est un projet très, très important. C'est quand même, je crois, c'est 500 lits, je crois, qu'ils doivent installer de l'autre côté du parking. Et je crois que ça apportera quelque chose de positif au port d'Yainville, c'est certain. Avec plus de population, plus de population, touristes. plus de toutes sortes de populations qui viendra, de toute région. Mais aussi, si vous voulez, c'est quand même quelque chose de très important qui, pour nous a déjà été présenté il y a 2 ans. Alors on se pose un petit peu beaucoup de questions. Alors on nous a dit encore que récemment, c'est reparti le projet. Alors je le souhaite de tout cœur. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Et puis on parlera dans la prochaine émission de motonautisme, puisque c'est ici, dans l'Aube, qu'on fait du motonautisme, donc à Dienville. En tout cas, on a compris que vous étiez tous les deux amoureux de votre commune. Et nous, on la trouve magnifique, encore plus vue du ciel, comme vous l'avez vu également. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale consacrée au lac. Cette fois-ci, on parlera de tous les lacs qui sont autour de nous dans cette forêt d'Orient. À tout à l'heure.